Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 13 décembre 2021. Donc, bon, je refais ce brief parce qu'il y a eu un petit problème. Donc, s'il sort un petit peu plus tard que la semaine dernière, c'est normal. On parlera de Bitcoin, bien évidemment, d'Ethereum. Je vous parlerai des contrats options. Je vous expliquerai un petit peu ma vision des choses sur les contrats options. Et je vous parlerai de Polkadot, qui est revenu en commentaire, mais surtout que je trouve assez intéressant, honnêtement. Techniquement, il redevient assez intéressant. Bon, j'ai gardé les schémas, du coup, du brief raté que j'ai fait parce que l'enregistrement a bugué. Mais bon, c'est pas grave. N'hésitez pas, pardon, aussi à me mettre en commentaire les assets que vous voulez que j'analyse. Je les note. Bon, je prends les plus intéressants techniquement et j'en parle dans les briefs tout simplement. Donc, le Bitcoin, juste ici, qui est toujours bloqué dans son range entre les 42 et les 52 000 dollars. J'expliquais dans le brief qui coupe, donc je vais réexpliquer juste ici. En gros, sur les contrats options pour le 31 décembre. Donc, pourquoi je prends le contrat du 31 décembre? C'est le contrat le plus garni en termes d'open interest. C'est-à-dire qu'en gros, le 14 décembre, c'est faible, le 15 décembre, c'est faible, etc. etc. Le 17 décembre, pardon, bon, c'est un open interest qui est assez important ici sur Ether, mais je voulais aller sur le Bitcoin, donc on va switcher sur Bitcoin, qui n'est pas super élevé, honnêtement. C'est le contrat du 31 décembre où il y a une valeur intrinsèque de 22 milliards 600 millions de dollars, donc c'est énorme. C'est pour ça que je parle de ce contrat. Et donc pour faire simple sur ce contrat option, vous y trouvez le prix du max pain price. Donc le max pain price c'est tout simplement le prix maximal de souffrance. Pour faire simple, c'est le niveau à atteindre pour rect un maximum de personnes. Ok. Et donc moi, je vais essayer de déceler avec vous, ce que j'ai fait dans le brief d'avant, euh, justement, pas le niveau, mais la zone de prix à atteindre pour recter un maximum d'acheteurs de calls et de puts. Donc pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce qu'un call, c'est enfin, il y a plusieurs façons de le faire, de se hedger, etc. Moi, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. On va prendre l'utilisation la plus commune des options. Et bien évidemment, on peut avoir beaucoup plus d'utilisation des options, hein. Mais là, je vais prendre l'exemple commun que la grande majorité des traders utilisent. C'est tout simplement de regarder, entre guillemets, enfin, en gros, quand on achète un call, c'est qu'on va miser sur le fait que le Bitcoin sera super à ce prix-là. C'est-à-dire que là, par exemple, tous ceux qui ont acheté des calls à 60 000 dollars ont parié sur le fait que le Bitcoin sera soit égal ou super à 60 000 dollars pour du coup le 31 décembre. Et du coup, si on clôture en dessous, ils perdent. C'est pareil pour les achats de puts. Si vous, par exemple, vous achetez un put à 40 000 dollars, c'est que vous estimez que le Bitcoin sera inférieur ou égal à 40 000 dollars. Chose qui peut être ou ne pas être le cas. Ok? Donc ici, si je clôture, enfin si pardon, voilà, j'achète un put à 40 000 dollars, c'est que je prends le pari que le Bitcoin va être inférieur ou égal à 40 000. Et donc, pour faire perdre un maximum de gens, où est-ce qu'il faudrait clôturer, où est-ce qu'il faudrait que le Bitcoin soit pour le 31 décembre? Ici, le max pain price nous donne 48 000 dollars, mais si on affine et on calcule nous-mêmes, on se rend vite compte que, en gros, pour moi, je prends une barre où il y a le plus gros nombre d'achats de call, ici donc proche du prix actuel, qui est de 49 000 dollars où nous sommes, c'est 40 000 dollars ici et 48 000 dollars. Et pour les puts, c'est 40 000 dollars. Donc je sais que mon marché doit clôturer, entre guillemets, entre 40 000 dollars ici, pour faire simple, et 48 000 dollars. Mais ce qu'on peut aussi faire, c'est qu'ici on voit qu'il y a deux barres d'achat de puts à 40 et 42 000 dollars. Donc si on clôture plus précisément entre 42 000 et 48 000 dollars, on va recter tous ceux qui ont parié sur un Bitcoin inférieur à 42 000 dollars, donc toutes les barres bleues que vous voyez ici. Et si on clôture aussi en dessous des 48 000 dollars, on va voir tous ceux qui ont acheté des calls, donc ici, toutes les barres vertes qui vont se faire rect. Et il y en a un paquet, hein. Ici, vous voyez, toutes les grandes barres vertes sont des open interest assez élevés, donc eux vont perdre de l'argent. Et donc ceux qui auront vendu ces calls et vendu ces puts, eux, gagneront de l'argent, ils vont garder le prime dans leur poche. Bon, renseignez-vous, qu'est-ce que le prime sur les options? Simplement, c'est l'assurance que vous payez pour pouvoir exécuter votre contrat option. Voilà, et donc quand votre trade ne passe pas, bah voilà, si j'ai parié que le Bitcoin serait à 120 000, je vais pas exécuter mon droit d'acheter du Bitcoin à 120 000 dollars pour le revendre à, je sais pas, par exemple à 48 000 dollars le 31 décembre. Non, du coup, je vais juste payer le prime de ma poche, et puis tant pis, mon pari est perdu. Et le vendeur qui m'aura vendu ce call, lui aura mis le prime, donc ce qu'on appelle l'assurance, dans sa poche. Ok. Donc pour faire simple, ici on voit bel et bien que le creux au niveau de l'intérêt, il est entre 40 et 48 000, et plus précisément entre 42 et 48 000 dollars ici. Donc il y a de grosses probabilités que le Bitcoin clôture entre 42 et 48 pour le 31 décembre. Donc en gros qu'on soit dans cette box ici jusqu'au... Oups, je voulais prendre le rectangle. Dans cette box ici jusqu'au 31 décembre. Ok? Tout simplement.
Et donc, on va faire. Et donc, ça veut pas dire qu'on peut pas aller à 50 ou 51 entre deux, hein, mais il y a de grandes chances qu'on soit dans la box verte que je vous ai montré juste avant, jusqu'au 31 décembre, donc entre les 42 grosso modo et les 48 000 $. Et donc, sur Ethereum, c'est exactement pareil. Je viens faire x3 divisé par 3 ici. Hop. Et donc, je fais exactement la même chose. On regarde ici. Où est-ce que sur les options, on aurait donc les niveaux d'expiration sur les options pour Ethereum. Donc je viens prendre Ethereum juste ici. Hop, 31 décembre. On est bon. Et donc on a le max main price à 2560. Moi personnellement, je vous le dis, j'y crois moyen. Ça voudrait dire que le Bitcoin, il est à combien 35 000, même pas, même moins. Si franchement, le Bitcoin serait entre 30 et 35. J'y crois moyen. Donc ce max main price, j'y crois moyen aussi dans le sens où il est calculé ici parce qu'on a beaucoup d'achats de calls ici, je pense. Ok, beaucoup d'achats de puts aussi ici, je pense. Donc je pense que ça a plutôt pas mal influencé sur ce max main price. Moi, je vais essayer de venir voir où est-ce qu'il est justement le creux au niveau de l'intérêt. Et donc de ce que je vois sur Ethereum, quel est le plus gros niveau d'achat de calls? Il est à 5 000 $. Retenez bien les 5 000. Où est le plus gros niveau d'achat de puts? Il est à 3 200 $. Donc on sait que pour recter un maximum d'acheteurs de puts, il faut clôturer au-dessus des 3 200 $. Et en dessous des 5 000 $ pour recter un maximum d'acheteurs de calls. Vu que cette tranche de prix est trop élevée à mon goût, je vais donc aller plus précisément chercher où est le second niveau d'achat de calls, le plus gros niveau d'achat de calls inférieur à 5 000 $. Donc c'est ici les 3 840 $. Donc mon creux dans l'intérêt pour moi, il est plutôt entre 3 200 et 3 840 $. Ce qui fait que si on veut recter un maximum de gens sur Ethereum, il faut clôturer au-dessus des 3200 et en dessous des 3840, donc entre les deux. Ce qui fait que si on clôture au-dessus de 3200, tous ceux qui ont acheté des puts sont rects, donc toutes les barres bleues ici perdent de l'argent. Et si on clôture en dessous des 3840, tous ceux qui ont acheté des barres vertes ici perdent de l'argent. Ce qui fait que le creux dans l'intérêt est bien ici, entre 3002 et 3840, ce qui fait qu'à mon humble avis, Ether va clôturer très très probablement pour le 31 décembre, donc je vais vous indiquer ça ici. Vertical line 31 décembre, 1er janvier, hop, comme ceci, entre 3840 et 3200. Donc de grandes chances qu'on puisse clôturer là-dedans, sur Ethereum, pour grosso modo fin décembre. Ok. Et ce qui fait tout simplement que, en plus de ça, nous avons notre gros creux dans le volume profile, ici, donc entre 3002 d'ailleurs et 3800, donc une zone où la smart money peut capturer beaucoup de liquidités. Ok. Encore une fois, ce n'est pas une science exacte, c'est un petit peu le schéma de marché que j'ai en tête pour le moment, et ensuite, une fois que ces options auront expiré, ces contrats options, eh ben on sera un peu tranquille, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont misé et sur Ether et sur Bitcoin à la hausse pour décembre, et tout ça jusqu'au mois de décembre, alors qu'au mois de janvier, il n'y a plus grand chose, c'est plutôt vers les 6 000 $, c'est-à-dire qu'en gros, Ether est clôture sous 6 000 $ pour fin janvier, et ensuite on est tranquille. En février, ils ont misé beaucoup sur les 11 000 $, je doute que Ether soit à 11 000 $ en février. Ensuite, au mois de mars, ils ont misé énormément d'argent sur les 15 000 $. Je doute que Ether soit à 15 000 $ en mars 2022, donc ça c'est bon aussi. On rectera ces acheteurs de calls probablement. En juin 2022, bon, il y a un bon nombre d'achats de calls à 10 000, à 30 000, à 15 000. Bon, je doute qu'on sera au-dessus des 10 000 $ pour juin. On peut y être, mais déjà si on a 8-9 000, admettons, si le marché est toujours bullish, hein, bien évidemment, bah déjà on rectera tous ces acheteurs de calls ici. Et franchement, comment dirais-je, ces contrats-options ne sont pas extrêmement importants en termes d'intérêt. Bon, on est quand même sur des valeurs assez importantes, mais pour le moment, c'est pas aussi élevé. Donc franchement, ça va, ok. Donc je pense que le but, c'est d'attendre que tous les contrats-options expirent, qu'on clôture. Là, on va faire souffrir un maximum de personnes. Donc la zone de prix que je vous ai donnée, bien évidemment, comme j'ai dit sur le Bitcoin, on peut très bien, d'ici le 31 décembre, aller faire un petit tour un petit peu plus haut, entre guillemets. Ça n'empêche rien que le Bitcoin peut aller à 50, 51 dans les prochains jours. Mais pour le 31 décembre, il y a de grandes chances qu'on soit dans la box verte. Donc au final, que le Bitcoin soit toujours dans un range jusqu'au 31 décembre, donc dans son fameux range entre les 52 000 et les 42 000 $. Et c'est là qu'interviennent les spreads. Les spreads indiquent toujours pour le moment, donc ici que ce soit et sur Bitcoin et sur Ethereum, qu'on est dans un sentiment qui est plutôt pessimiste. Les gens sont plutôt en train de shorter sur les contrats dérivés. En tout cas, le train était bien déchargé. Donc plus on restera du temps dans ce range avec des spreads négatifs, plus ça voudra dire qu'on a bloqué des vendeurs, que les gens ont aussi vendu probablement sur le spot, et donc on pourra les liquider ensuite. C'est un petit peu ce qu'on avait fait ici, où en gros, hop, je vous avais déjà montré, mais on avait eu ici le range, le même range qu'on avait eu ici, 39 000, 45 000 $, un range un petit peu plus petit,
dans lequel on avait des spreads négatifs où on avait pu bloquer beaucoup de vendeurs, ce qui avait permis de faire le short squeeze ici et d'aller liquider les vendeurs, donc de reprendre une dynamique haussière. Nous avons besoin de la même chose actuellement sur le Bitcoin et sur l'Ether. Et les options indiquent plutôt, et aussi la période des taxes aux US indique plutôt un marché en range jusque fin décembre, probablement début janvier avant de se reprendre. Et on verra si c'est une reprise haussière ou non. Si les spreads restent négatifs aussi longtemps, il y a de grandes chances que ce soit une reprise haussière. Également à noter que le momentum est proche de valider la divergence haussière ici. Une divergence indique aussi un range, donc ce qui pourrait aussi accentuer les probabilités de rester en range jusque fin décembre, début janvier. Ok. Et j'ai fini pour Bitcoin et Ethereum. C'est exactement pareil au niveau des spreads. Donc tout ce que j'ai dit sur les options, bon bah c'était pour Ether ou Bitcoin, ça dépend des exemples qu'on a vus. Et pour les spreads, bon bah tout ce que j'ai dit pour Bitcoin, c'est la même chose sur Ethereum. Sur Ethereum, en gros, si le marché, voilà, hop, consolide et repart, ou le fait ici, hein, pour en gros fin décembre, enfin jusque par exemple début janvier, avec des spreads négatifs, ce sera extrêmement positif. Et pour l'instant, et Ether et Bitcoin ont des spreads négatifs, donc c'est tout bon. Il faut surtout pas retrouver des spreads positifs, ce qui veut dire que les gens seront bullish, achèteront avec du levier, etc. Faut surtout pas avoir ça. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens soient bearish, que les gens shortent sur les contrats dérivés, que les gens vendent sur le spot pour que le train se décharge et qu'on puisse repartir. C'est très simple, c'est tout bête. Mais pour qu'un marché puisse aller loin et haut, faut que le train soit déchargé, tout simplement. Et un train déchargé, ça veut dire qu'on ait un minimum d'acheteurs dans ce train. Et ce que j'aimerais voir aussi, c'est qu'au cours des prochains jours, voire prochaines semaines, les gens se mettent à annoncer par exemple 30 000, 35 000. Si les gens commencent à vendre en pensant qu'ils vont pouvoir acheter plus bas, c'est justement qu'on va pouvoir se retourner et maintenir le bottom ici à 42 000 dollars environ. Donc j'ai fini pour Bitcoin et Ether, je fais rapidement Polkadot. Alors Polkadot, pour faire très simple, on arrive en zone de rechargement du mouvement ici. C'est très bien, ça veut dire que pour tous ceux qui font du dollar cost average, le DCA pour les débutants qui ne savent pas et qui découvrent la chaîne, c'est le fait d'acheter un petit peu de Polkadot ou peu importe quel asset, hein, mais en gros la stratégie c'est j'achète tel ou tel actif un petit peu, par exemple toutes les semaines, tous les mois, tous les ans, enfin un DCA généralement c'est toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous les mois, en gros une petite somme que j'ai prévue, 50 € par semaine, etc. régulièrement sur un asset. Et donc, idéalement, si je suis un professionnel, je vais essayer de faire mon dollar cost average, non pas en fonction du temps, je peux le faire en fonction du temps, mais un DCA le plus rentable, c'est de le faire en fonction d'où est mon marché et surtout du prix. C'est-à-dire que en gros, personnellement, si je faisais un dollar cost average sur Polkadot, je le ferais à chaque fois qu'il est en zone de rechargement et c'est comme ça que je ferais mon dollar cost average sur tous mes actifs. Et donc en gros, j'aurais pu faire mon dollar cost average de mai jusque grosso modo août. J'aurais pu le faire ici lorsqu'il était plat de août jusque janvier, donc pendant quasiment 6 mois. Et là, je pourrais commencer à refaire mon dollar cost average entre 27 et 19 dollars la zone de rechargement. Bon, comme je disais dans le brief qui bug, le précédent brief que je refais actuellement, on a ici une zone de creux dans le volume profile qui est bien marquée. Ici, je vais vous le montrer. Entre en gros les 16 dollars et les 27 dollars. C'est une excellente zone pour capturer du Polkadot avec une bonne liquidité. Pour faire très simple, tous ceux qui ont acheté du Polkadot ici peuvent justement céder et le revendre dans ce creux. Ce qui fait qu'en gros les whales vont pouvoir récupérer du Polkadot moins cher. Si tous ceux qui l'ont acheté ici à 27 dollars capitulent, ben ils vont capituler probablement entre 27 et 16 dollars. Donc les gros vont pouvoir acheter les Polkadot vers ces niveaux de prix. Ça ne veut pas dire qu'on va y aller, mais généralement les creux sont d'excellents indicateurs de localisation. Donc voilà, c'est pour ça que ici, grosso modo, je privilégie la zone des 27 à 16 dollars. Maintenant, la zone de rechargement est entre 27 et 19 dollars. Ce n'est qu'une zone de localisation, c'est-à-dire que ici, si je suis investisseur à long terme, je peux acheter ces prix en espérant avoir un rendement assez intéressant dans les prochains mois ou prochaines années. Maintenant, si je suis un petit peu plus avancé et si j'ai mon profil, enfin, si vous avez un profil similaire au mien, j'attends toujours que mon marché se retourne et qu'on fasse justement là où les structures en W comme ceci qui me montrent que mon marché reprend une dynamique haussière. Pourquoi j'attends ça? Tout simplement, c'est que mon marché reprend une dynamique haussière, que je suis dans le sens du vent et qu'en gros, je ne vais pas bloquer de l'argent sur un asset qui peut ne rien faire pendant plusieurs semaines avant de poser un bottom. Mon but est de placer mon argent lorsque la dynamique se change pour récupérer le plus de profits, pas le plus rapidement possible, mais pour augmenter les probabilités de prendre des profits rapidement, donc de faire travailler mon argent rapidement. C'est-à-dire que par exemple, ici, si j'ai Polkadot qui est dans cette zone de rechargement et j'ai un autre asset qui est dans la zone de rechargement et qui me fait des structures comme ceci, je vais privilégier bien évidemment l'asset qui me fait ça parce qu'il aura plus de chances rapidement de retrouver une dynamique haussière, donc j'aurai plus de chances d'entrer grosso modo ici, de prendre des profits ici, donc de faire travailler mon argent plus rapidement. Maintenant, si je suis débutant, juste le fait d'acheter les zones de rechargement ici permet vraiment, je pense, d'avoir un avantage considérable sur 90% des traders, honnêtement, ou en tout cas 90% des investisseurs, parce qu'on le voit, hein, les mecs qui ont acheté la zone de rechargement ici, bah, ils ont acheté entre 20
Et 10 $, le marché est remonté à 54 $, donc déjà, on est déjà au-dessus du x2, voire du x3 en termes de profit en moyenne, ce qui est vraiment très très bien et ce qui permet de largement sécuriser les positions et de prendre des profits. Donc là, la même chose si Polkadot, les gens qui viennent, enfin si vous venez acheter ici du Polkadot, il y a de grandes chances que vous puissiez le revendre plus cher au cours des prochains mois, donc de faire une plus-value. Maintenant, vous allez peut-être attendre 2 mois, là où la personne qui attend la structure de retournement va peut-être attendre 2 à 3 semaines par exemple. Donc l'argent travaillera plus vite, on aura plus de confirmation, mais ça peut aussi vouloir dire qu'on peut entrer plus cher, parce que la structure nous fait entrer plus cher, alors que le gars qui achète par exemple ici des 17 ou 18 $ a de grandes chances de choper le bottom, honnêtement je pense. Donc tout n'est qu'une question de stratégie, je vous donne un petit peu toutes les possibilités, ce que ferait tel ou tel profil. Maintenant, encore une fois, il y a pas une stratégie meilleure que l'autre, honnêtement. Ça dépend de vous, votre façon de travailler. Je vous explique la mienne. Après, encore une fois, vous pouvez développer la vôtre. Et franchement, ceux qui font du DCA dans cette zone, c'est déjà très 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 bien. Également, je vous parle des spreads rapidement. Donc les spreads entre le contrat dérivé et le contrat spot qui permet de mesurer si les gens sont extrêmement bullish et mettent du levier sur le contrat dérivé ou non. Quand les spreads sont très élevés, c'est un signal de prise de profit ou de vente, à vous de voir, de vente totale ou de prise de profit partiel. Et quand le spread est très élevé, ça veut dire que les gens sont très bullish, ont un sentiment très haussier sur l'asset et viennent l'acheter avec beaucoup de levier. Et quand un asset est très chargé en levier, il ne peut plus monter. Il faut d'abord décharger le train en liquidant ces gens-là pour repartir. Et donc, spreads haussiers ici, moment de prendre des profits, spread négatif, on achète, spread négatif ici, pareil, on entre, on commence à entrer dans des niveaux de prix, ou en tout cas dans des sentiments de marché où les gens commencent à devenir baissiers. Pareil ici, spread négatif ici de mai jusqu'à août, c'était la bonne opportunité d'acheter du Polkadot. Ok, spread positif ici, c'était des signes de top. Top ici à 50 $ et top ici à 50 $ également. Et vraiment, les spreads qui sont un bon indicateur, et pour les calculer, c'est simple. Vous faites .USDT perp moins .USDT, et vous avez donc ici la possibilité d'afficher les spreads et de voir si les gens sont bullish et bearish. C'est vraiment un bon indicateur de marché. Et donc ici, franchement, couper les zones de rechargement à spread négatif, c'est déjà, pour un débutant, une bonne stratégie, bien évidemment. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que c'est du contenu dédié aux élèves pour la bonne stratégie à avoir avec ces conditions de marché-ci. Du coup, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous souhaitez rejoindre le Discord, n'hésitez pas, il y a des ressources gratuites qui s'y trouvent, donc n'hésitez pas, ça coûte rien, je mets le lien en description en commentaire. Si vous souhaitez rejoindre l'école, toutes les explications pour les modalités crypto sont expliquées dans le Discord, n'hésitez pas. Il y a tout qui est expliqué. Si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas à envoyer un message à un des professeurs qui sera connecté en haut à droite. Moi, je suis connecté actuellement, c'est juste que je ne suis pas affiché, mais vous pouvez envoyer un message à tous les professeurs quand ils seront connectés. On vous répondra, il n'y a aucun problème. C'est un bon début de semaine. On se retrouvera donc demain pour un prochain brief. Ciao, ciao.